Les dessous de l'immobilier en Estrie. Une présentation de Cher au Vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Les dessous de l'immobilier en Estrie au 1077 Estrie. Voici Jean-François Bérubé et ses collaborateurs. Bonjour tout le monde, bienvenue dans les dessous de l'immobilier en Estrie. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir M. Roger Champoux, courtier immobilier. Et sans plus tarder, nous allons débuter l'émission avec M. Henrik Michaelson, cofondateur de Habitation PAG. Bonjour Henrik, comment ça va? Très bien toi-même? Oui, ça va super bien. Good. Henrik, je suis content que tu sois là parce que je te connais sur une base d'amitié depuis un certain temps. Puis ton parcours a toujours piqué ma curiosité. Parce qu'initialement, en fait, tu étais dans une entreprise, une grande entreprise, pour pas la nommer, Coca-Cola, c'est bien ça? Oui, exact. Dans tes débuts, après tes études universitaires, c'est bien ça? J'ai pas commencé chez Coke. J'ai fait, en fait, 7 ans, 8 ans. Après l'université au HEC Montréal, j'ai fait de l'événementiel. OK. Donc, dans une boîte de marketing qui est plus expérientielle, qu'ils vont même dire. Là. OK. C'est pour... Mais, puis bref, après, j'ai été chez Coke en marketing et vente pendant 6 ans. OK. Donc, c'est la vente, probablement, qui t'a amené vers tout ça. Un peu de tout. Ouais. C'était quand même un petit bout Ouais. quand on était en immobilier avant. OK. Mais ça a été un slow process OK. qui nous a amenés jusqu'à là. Ben, écoute, parlons-en parce qu'écoute, c'est vraiment intéressant. Vous êtes vraiment dans le nord de Montréal, dans le secteur de Première Couronne, Ouais. Deux Montagnes. Deux montagnes exclusivement maintenant, pratiquement. Là. Vous avez des résultats, en fait, des accomplissements quand même impressionnants. Vous avez construit environ 250-280 portes. C'est quand même énorme. Exact. Donc ça, c'est jusqu'à présent. C'est jusqu'à présent? 2020, puis cette année, en 2025, on met en chantier entre 220 et 240. OK, ça m'amène plein de questions. Mais dis-moi, là, qu'est-ce qui, le jour 1, t'a amené à quitter un emploi pour te dire maintenant, je m'investis à temps plein dans l'immobilier? Ça s'est évidemment pas fait du jour au lendemain. Oui. Nous autres, tu sais, pour un peu backtrack sur l'histoire, un de mes partners, donc dans PAG, on est deux gars en marketing là-dedans, puis le nom le plus original qu'on a trouvé, c'est les 3 premières lettres de notre prénom. Mais c'est parfait. Alors, initialement, on pensait jamais que c'était pour devenir big comme ça l'est devenu, mais bref, alors c'est Pierre-Henrik Gabriel. Puis mon partner Gabriel, que lui s'occupe plus de la location, on en parlera plus tard, mais lui, c'est un chum, là, comme t'as même pas idée, là, que tu trouves rarement dans ta vie. OK. Puis en 2014, je pense, le premier triplex qu'on a acheté, c'était comme notre façon de se marier en bromance un peu. OK. Ah, ben, c'est parfait, ça. Il y avait une confiance mutuelle. Aveugle. Ouais, ben, ça prend ça, hein, si on veut avoir un bon partenaire. En effet. C'est un peu comme dans un couple, là. Faut pas que tu regardes ce que toi tu fais uniquement. Tu fais confiance que l'autre en fait autant que toi. T'sais. Le résultat global. Fait que tout a débuté avec un triplex. Triplex, après un autre triplex. Triplex, quadruplex en 2 ans et demi. Là, on était dans l'usager. Usagé. Okay. Le classique que tout le monde, que tu pourrais voir le plus vieux des triplex possible. Mais en même temps, Henrik, c'est la façon de commencer. Exact. Je pense que d'espérer avoir un 12 logements, construction 20-24 comme premier immeuble, c'est de rêver en couleur. En effet. Ça prend de l'expérience. Puis en fait, rapidement, on voit les investisseurs qui sont dans le bon domaine, puis ceux qui devraient peut-être pas continuer. Puis nous, on les voit là, parce que c'est pas toujours des histoires à succès là, comme votre parcours à vous, là, parce qu'au final, vous avez certainement vécu des embûches. Puis tu sais, les gens nous écoutent aujourd'hui, puis les jeunes peuvent dire ouais, c'est facile, vous autres dans votre temps, acheter un immeuble, c'était facile, c'était pas cher, mais les ratios étaient autant compliqués. Ouais. L'accès au financement, c'était différent. Il y avait pas autant de programmes, il y avait les taux d'intérêt, ils ont toujours fluctué. Puis, en fait, puis souvent, ce qui arrive, c'est que, intervient si tu n'es pas en accord avec moi, mais le bon moment pour acheter un immobilier, c'est souvent quand c'est pas sexy, quand personne n'en veut finalement. Oui. Hein? Je trouve que beaucoup de gens sont tous d'accord là-dessus. Oui. Puis, exemple, quand que tout le monde parlait il n'y a pas si longtemps, ça va crasher, mais quand que c'est en train de crasher, d'être la personne qui sort du lot puis d'aller à contre-courant, c'est facile à le dire après que ça soit passé. Oui. Mais de le faire dans le temps réel, puis quand c'est en train d'arriver, c'est comme dire hey, je vais aller à contre-courant de ce que même les experts disent. Oui. C'est pas facile, là. Puis... Il y a toujours quelqu'un qui va être là pour te décourager. Aussi. Te faire perdre confiance. Fait que là, vous avez acheté quelques immeubles locatifs usagés. Exact. Qu'est-ce qui vous a amené à envisager une construction neuve?
En fait, pendant comme 3 ans, on s'est assis sur le triplex, les 2 quadruplex. Oui. Là, les 2 côtés, Gabriel autant moi. Moi, j'avais quitté la compagnie de marketing dans laquelle j'étais avec Gabriel. Oui. Tu sais, côté de carrière, on était très busy. Donc, on a comme mis ça sur pause. OK. Après, on a comme eu le rêve de se dire, hey, sais-tu quoi, ça serait tellement hot d'avoir un immeuble neuf. Puis nous autres, on est plus 2 gars, tu sais, tête corporative, là, tu sais, très business. Okay. Moi puis Gabriel. Mais construction, 0 puis une barre. Mais tu sais, quand même, dans les premiers immeubles, il a fallu que je m'invente rénovateur, constructeur, name it, là. Mais Tu n'avais pas les connaissances, mais tu sentais que tu avais les outils pour aller chercher les connaissances. j'étais resourceful, qu'on OK. dit en anglais. OK. J'utilise beaucoup l'anglicisme. Tu sais, Correct. on trouvait des façons d'y arriver. Tu sais. OK. Il y a des gens dans notre entourage qui nous ont aidés aussi au niveau de rénover les immeubles, tout ça, au début. Mais quand on est arrivé pour bâtir 19, la personne qu'on a rencontrée, c'est Pierre. Que Pierre, lui, de son côté, qui est maintenant notre autre partner, lui, moins business, OK. mais l'ingénieur stéréotype que tu pourrais imaginer. Là. Alors, OK. très, très, très cartésien, hyper organisé. C'est un robot, notre Pierre. Il va se lever le matin à tout le temps à la même heure. Alors, il amenait cette connaissance-là de construction qu'on n'avait pas. Puis Cette sécurité-là, d'une certaine façon. Ben oui, parce qu'on Ouais. ne savait pas où qu'on s'en allait. Exact. Exemple, moi, j'amenais plus la sécurité, connaissance de financement, toutes ces choses-là. Et puis, c'est ça qu'on a décidé en 2019, autour d'une bière. On l'a rencontré pour la première fois. Puis, on a pris la décision qu'on commençait à prospecter pour un terrain pour bâtir un premier projet. C'est de là que ça a starté. Et ça, c'est en quelle année? 2019. En 2019, Ouais. première pelletée de terre. Ça a été en 2020, la OK. première. Et puis, mais ça, dans le fond, j'avais trouvé le terrain sur Centris à OK. Deux-Montagnes. OK. En plus, le premier. Puis c'est juste comme ça que ça a commencé à Deux-Montagnes. Mais raconte. C'est simplement que on a trouvé un terrain sur Centris. Oui. Dans le temps que c'était pas tant communiqué que. Oui, les REM arrivaient, mais tu sais, c'était pas sexy encore. C'est tellement en amont, là. Tu sais, des fois, 4 ans, 5 ans d'avance, le monde. Pas concret. C'est pas assez concret, en Ouais. effet. Alors, on a trouvé le terrain, le zonage était le bon. On a travaillé avec la ville pour développer le projet. Et ça fonctionne. La relation était bonne. Tu sais, la ville est quand même... C'est une ville qui a envie de développer aussi. Là. OK. Ah. Donc, vous n'avez pas senti qu'il y avait un contre-courant, là. C'était comme on avance ensemble. Exact. OK. Tu apprends toujours aussi à travailler avec une ville. Là. Tu sais, Ouais. le plus important, c'est de comprendre les règlements, comprendre dans tu sais, le playground, si on veut, là, tu sais, les règles, puis qu'est-ce que tu dois faire, puis comment agir dans cette ville-là. Ça, Henrik, est-ce que tu expliques c'est l'enjeu numéro 1? Les jeunes qui nous écoutent puis qui espèrent faire de la construction dans des villes, vous devez apprendre à travailler avec votre municipalité. C'est... tu sais, on va en venir plus tard, mais je dirais que la plus grosse valeur, un développeur, constructeur, c'est de comprendre ta ville. Parce que tu vas toujours te planter à projet 1, 2, 3 parce que tu as de l'inattendu. Il y a des règlements qui sont uniques, il y a des règlements qui sont plus sévères que le code. Il y a tout que tu vas apprendre à travers ton premier projet, deuxième, troisième. Puis quatrième, là, tu trouves un terrain au bout de tes doigts. Tu connais exactement déjà ton implantation. C'est quoi que tu peux faire? Ton allée de circulation peut être à combien des marges? Tu sais, je pourrais étaler tous les détails, là, mais Mais il y en a des tonnes. puis c'est différent d'une ville à l'autre. Oui, c'est ça. Il n'y a aucune ville qui est identique. Alors, avant de comprendre, puis que la ville, en plus, vous fasse confiance, tout le tralala, il faut faire plus qu'un projet dans la même ville. Alors, des fois, je trouve que des développeurs constructeurs qui s'étalent dans plusieurs villes, c'est comme repartir le cadran à zéro à tous les coups, de réapprendre à travailler avec quelqu'un. L'expertise, les connaissances, ça améliore beaucoup les choses. Est-ce que vous avez déjà songé à abandonner? Abandonner littéralement la... Oui. Ou d'arrêter après le deuxième ou le troisième, Non. après des explosions de coûts, une rentabilité moins intéressante que prévu? Après le premier, tu sais, l'histoire, en fait, c'est qu'après le premier, Pierre était aussi à l'emploi. OK. Le premier. Là, les chiffres avaient tellement bien fonctionné après le premier qu'on était... Ouais, on n'avait aucunement l'ambition de se dire « Hey, on part une compagnie de développement immobilier puis on va construire sur recul de 5 ans. » Ça s'est fait un peu à l'improviste. Une chose à l'autre, après, quand on voyait que ça fonctionnait, on s'est dit « Hey, année 1, on a fait un premier simplex. » Après, on s'est dit « Hey, on est capable. » Là, moi, j'étais un peu je pousse, là. Je dis « Les gars, on est capable d'en faire 5. » Là, ils sont là « Non. » Alors, là, ça tombait bien parce que dans notre réseau, à moi et à Gabriel, lui, avait un contact que lui cherchait à investir plus quelqu'un, ses 2 frères, un qui est principalement en tech OK. et avait des fonds à positionner en immobilier. Il voulait diversifier son portefeuille.
Et puis lui, de son côté, ça tombait bien. Il nous a rencontré une confiance qui était là. Et puis, dès les premiers projets, on a parti ça en partnership, en partenariat. Ouais. Alors, 4 des 5 à l'année 2 ont été faites avec eux. OK, donc là, et ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce qu'à un certain moment donné, c'est une question aussi de liquidité, hein, d'être capable de... Ça prend les reins solides pour être capable de supporter les imprévus, puis pas nécessairement mettre tout ce qu'on a construit à risque. Comment on fait pour mettre en confiance un investisseur externe comme celui-là? Ce qui a beaucoup aidé, on avait déjà fait un. OK. Alors, quand tu es capable de montrer ton track record, c'est sûr que c'est pas énorme, là. Mais Ouais. sauf que cette personne-là, d'un, est en confiance. C'est pas facile quand t'en as déjà. T'as pas un gros track record, mais quand même, elle était en confiance après qu'on lui ait présenté le premier projet. Puis c'était pratiquement un copier-coller, les 4 autres projets qu'on faisait avec eux du premier projet. Combien de portes? Donc, c'était 4 projets de 5 portes chaque. De 5 portes. Alors, c'était un 20 on sait comme 20 portes. 20 portes totales. Qu'on a fait dans l'année avec eux. En projet intégré ou? Non. OK. Non. Deux-Montagnes, l'affaire, c'est que c'est surtout le secteur Grand Moulin. Oui. Qui est alors, Deux-Montagnes, c'est une des rares villes, là, il va y avoir 2 stations de REM. OK. Donc, il y a la station de REM Grand Moulin, qui est plus près de l'eau, près de Laval. Oui. Et il y a le terminus qui est plus loin, qui est celle que la majorité des gens connaissent, près du cinéma Gouzeau, l'Arena Olympia, là, OK. pas loin de la 640. Henrik Michaelson, je suis obligé de te couper un instant Vas-y. pour la question d'une pause publicitaire. Ouais. Plein de belles questions. Les gens, en fait, j'imagine, pour les jeunes qui nous écoutent puis qui se disent « Wow, c'est intéressant, c'est motivant ». En fait, vous avez passé, en fait, des paroles à l'acte. Il y en a beaucoup qui se préparent trop, mais vous avez exécuté, puis c'est intéressant de voir votre cheminement. On se retrouve dans quelques instants. C'est bon. Merci. Vous aimez l'émission? Vous avez des commentaires, des suggestions? Écrivez-moi à imo.estri@cogecomedia.com. Je prendrai le temps de lire vos courriels, d'y répondre et certainement amener les sujets. Alors, imo.estri@cogecomedia.com. Alors, nous sommes de retour avec M. Henrik Michaelson, cofondateur d'Habitation PAG. Merci, Henrik, de t'être déplacé pour venir nous expliquer, raconter ton parcours de jeune investisseur immobilier qui s'est créé un peu à l'improviste, de ce que j'en comprends. C'était pas un rêve, c'était pas une mission, mais en vous écoutant, en osant, vous avez créé des belles choses. Donc aujourd'hui, vous êtes rendu avec un parc immobilier résidentiel d'environ 280 logements. C'est énorme, en fait. Puis là, on parle des constructions. Premières acquisitions, c'est sur une période de 7 à 8 ans total du début? 5 ans. 5 ans total. Les premiers terrains, 2019, après 2020, ça s'est mis à débouler. On se parle, je sais que vous êtes des travaillants, vous mettez beaucoup d'efforts. Avant la pause, on parlait d'investisseurs externes qui allaient mettre de la liquidité pour vous supporter, pour être capable d'aller plus rapidement dans votre progression. En fait, les prochaines étapes pour vous, c'est quoi? Est-ce que vous avez encore l'ambition de construire beaucoup de logements? On a une vitesse d'aller. Ouais. Actuellement, c'est ça, entre 220 240 logements en construction, en chantier qu'on va mettre en 2025. OK. On devrait frapper une vitesse de croisière d'environ 300 logements, à maximum 400 par année. Vous avez une équipe de combien pour faire la gestion de tout ça? Elle est divisée en 3 équipes, évidemment. Ouais. Donc, développement, moi, je vais m'occuper davantage de tout ce qui est développement, financement, partnership. On est 3 là-dedans. Dans l'équipe de construction, là, c'est sûr que c'est différents rôles. On a certains qui sont chantiers, d'autres au niveau de la gestion, si on veut, de la construction. Et Pierre sont 18, je crois. Et Gabriel, avec l'équipe de gestion locative, sont 6 total. Alors, les gens qui nous écoutent puis qui entendent parler là, que les gens ont des gros parcs immobiliers là, puis que ça a l'air facile puis simple, vous comprenez que c'est des entreprises. C'est de la gestion, c'est de l'organisation. Comment vous avez vécu? Les taux d'intérêt diminuent, le taux directeur rediminue, mais on a connu des hausses importantes. Ça a sûrement eu des enjeux importants dans une progression rapide comme la vôtre? Quand même. Ça a eu un très bon... Tous ceux qui étaient... on va appeler over-leveraged en immobilier, ont vraiment senti la tempête post-COVID à plein fouet. Là. Ah oui, hein? Et ça n'a pas été facile pour personne, là, parce que ce qui se passait, c'est que les financements diminuaient. En immobilier, en multilogement commercial, ce qui est important pour les auditeurs de comprendre, c'est que la grosseur du prêt est conséquent à
les taux d'intérêt. Quand les taux d'intérêt montent, la grosseur du prêt diminue. Mais c'est la valeur économique En qui plein est ça. impactée. En Donc, plein ça. plus on a de dépenses, plus votre valeur est à la baisse. Exact. Donc, ça a un enjeu direct. En même temps, dans votre secteur des Deux-Montagnes, la demande, elle est croissante encore? Oui. Oui. On a ça, au niveau location, ça n'a jamais été un enjeu. OK. Jamais là. Est-ce que c'est un secteur qui est très compétitif? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont vu exécuter et qui se sont dit, ben nous, on est capable, puis on va venir contribuer à ça, ouais? Il y a une dynamique un peu comme j'expliquais tantôt, les deux gares. La gare Grand Moulin, ce qui se passe, c'est un ancien, c'est encore un grand secteur résidentiel. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est beaucoup de terrain. Le standard est un terrain de 5000 pieds carrés qu'on y retrouve une maison résidentielle, unifamiliale. Donc, ce qui se passe, c'est que pour assembler beaucoup de lots ensemble puis de grossir, faire un plus gros projet, ça peut prendre du temps parce que veut pas, voisin de gauche, droite et en arrière, des fois, que toutes les étoiles soient alignées puis ils se disent tous en même temps. Au même moment. Mais c'est ça arrive pas. Alors, il y a une game aussi de patience là-dedans, aussi à l'écoute des citoyens. Mais dans le cas que tu as seulement un terrain de 5000 pieds carrés, un gros joueur n'a pas d'intérêt à aller là. Ah, c'est intéressant. Alors, pendant que là, c'est plus des plus petits constructeurs qui vont venir bâtir un 5-6plex sur un 5000 pieds carrés. Et nous, on a comme utilisé, on a été patients, plusieurs terrains, on a été, vous voulez déménager dans 2 ans? On s'assoyait sur le terrain qu'on avait déjà pour attendre que l'autre nous vende. OK. Pour assembler des lots, comme exemple, on a un projet qui part dans 2 semaines, qui est comme directement sur le coin de la 8e puis Boulevard du Lac, qui est devant le Rennes. OK. Qui est le carré de la gare. C'est un 63 logements, 5 étages. Il y a une vue sur l'eau en arrière. Wow. Il est top, avec une belle murale en plus. Ah oui, En prime, là. C'est vraiment... Là, je vois les étoiles dans tes yeux. Là. Ça, c'est notre projet, notre highlight de 2025. Là. Alors, on est super fiers du projet, puis la ville est vraiment contente aussi qu'on apporte des projets de ce type-là. Quels sont les défis pour vous, Henrik, dans l'avenir? Là, on voit toute la notion là, de la politique américaine qui vient jouer. Est-ce que ça crée de l'instabilité ou est-ce que vous êtes à remettre en question certains projets ou si vous êtes focusé, vous avez un objectif puis vous regardez en avant? On n'est pas trop inquiet de ce qui se passe par rapport à l'instabilité pour tous les tarifs là, qu'on entend depuis les derniers mois là, avec Donald Trump, mais c'est davantage que il y a vraiment un manque de logement actuellement au Québec. Puis on le sait qu'on doit remplir, si on veut, ce gap-là. Ouais. Et puis la demande est encore très forte. S'il y a une hausse au niveau des coûts, que ce soit aluminium, acier, c'est une hausse qui va être, tu sais, j'aime dire des fois, elle va être applicable à tout le monde sur le marché. C'est pas comme si nous autres, comme uniques joueurs dans l'immobilier, on va être pénalisés par rapport à un autre. Donc, on va vivre la même tempête. Ouais. Là, habituellement, quand il y a une tempête, on l'a vu post-COVID, ça a été une tempête de taux. Ben, les meilleurs joueurs ou les joueurs les plus organisés sont capables de sortir de cette tempête-là. Donc, ça forge les meilleurs, si on veut. Il y a un nettoyage naturel qui se fait d'une certaine façon. Exact. Alors, ça nous inquiète pas trop. C'est pour ça qu'on continue à aller de l'avant. Puis encore, il manque des logements. Et puis, chaque logement qu'on ajoute vient répondre à ce besoin-là qui est sur le marché. Première rencontre que j'ai eue avec toi, Henrik, on était vraiment dans la période où les taux d'intérêt commençaient à augmenter de façon importante parce que l'inflation était à son plus haut niveau. Mm-hmm. Et là, je me souviens que tout le monde était un peu inquiet par rapport à l'immobilier, risque de récession, on s'en va où? Il y a toujours une nouvelle à quelque part qui peut faire en sorte que ça va nous influencer à reculer. Mm-hmm. Là, aujourd'hui, c'est la politique américaine. Ouais. Ça va finir un jour par se calmer. Il va y avoir d'autres enjeux. Mais comme tu l'as si bien dit, là, la question de l'offre et la demande, là, c'est quand même un logement, un besoin primaire. Mm-hmm. C'est mathématique. Il en manque. Exact. Puis je pense que ça va continuer à en manquer parce qu'on n'est même pas près des cibles d'unités de construction que la SCHL souhaite avoir sur une base annuelle. On est assez loin. On est loin. Comment tu vois la progression des augmentations de loyer actuellement? Puis là, on sait que la Régie du logement a quand même resserré les normes. Ça doit avoir des enjeux aussi pour vous dans vos nouveaux projets? Mm-hmm. Bien, pour du logement neuf, on a toujours la flexibilité de monter les loyers dans les 5 premières années. Là, la nouvelle loi nous oblige de stipuler dans les 5 prochaines années quel est le maximum auquel on va aller. Puis, comment c'est accueilli? Bien, de toute façon, on n'a jamais, dès le jour 1, nos logements ne veulent pas sont neufs. Pour aller chercher le meilleur financement possible, on serait des mauvais gestionnaires puis un mauvais
type d'investissement pour nos investisseurs si on n'était pas en mesure de louer le logement à son potentiel maximum. Oui. Donc, c'est pas comme s'il restait tant de place l'année d'après pour augmenter les loyers. Donc, on reste très raisonnable dans les augmentations. On n'a jamais monté d'un 20 là, d'une année à l'autre. Là. Parce qu'il faut expliquer aux auditeurs qui n'ont pas nécessairement suivi ça, c'est que lorsqu'on fait la construction d'un immeuble neuf, il y a eu un resserrement de la réglementation. C'est possible pour un propriétaire de donner une augmentation au-delà de ce que le tribunal administratif du logement permet aux propriétaires comme augmentation. Donc, par exemple, si le TAL, qu'on appelle, propose une augmentation de 6 % par exemple, ben, un propriétaire pourrait donner 20 % pour les 5 premières années. Donc, il y a une liberté totale. Maintenant, ce que le TAL vient imposer, c'est de dire maintenant, pour les nouveaux immeubles, vous avez le droit de donner l'augmentation souhaitée dans les 5 prochaines années, mais vous devez les déclarer à l'avance. C'est bien ça? Que d'ici 5 ans, quel est le montant maximal? Total. Ensuite, de comment on va atteindre ce montant total-là par année, c'est à notre discrétion. Ça pourrait être 0 0 0 ensuite monter. Mais il y a quand même un montant total, le montant maximum, je ne vais pas dire total, qui ne doit pas être dépassé. OK. Puis il est tout le temps le nôtre, très raisonnable. Ça ne fait pas peur du tout aux gens. Ce que je trouve intéressant, Henrik, c'est que dans votre formule d'affaires, c'est que ce que tu m'expliquais il y a quelques jours, c'est que toi, tu t'occupes principalement du financement. Tu es aussi à la recherche d'investisseurs externes, c'est bien ça? Oui. Ça, c'est quand même pas mince affaire. Ça se bâtit de fil en aiguille, je dirais. Ouais. Parce qu'on advertise pas, il y a des lois aussi au niveau de l'OMF, tout ça, qu'on ne peut pas aller solliciter n'importe qui. Mais ça se bâtit de fil en aiguille. À date, là, ça a pratiquement tout le temps été de référence à référence. Parce que, je le dis souvent là, pour les auditeurs, les gens aussi qui veulent bâtir quelque chose de similaire, les investisseurs, avant tout, investissent pas dans un rendement nécessairement immobilier avec nous autres, ils investissent dans de la confiance. Ouais. Parce que n'importe quoi peut se passer en construction. Puis n'importe quoi peut être dit en début de projet. L'investisseur va vraiment venir investir dans quelqu'un à qui il sent que la confiance est là. Et c'est sûr que les premiers avec qui ils n'ont jamais eu d'expérience avec nous, c'est encore un plus gros leap of faith qu'ils font. Ouais. Par contre, souvent, ce qui va se passer, c'est que ces gens-là recyclent leur investissement avec nous autres d'année en année et de plus en plus, maintenant, commencent à faire entrer des référents, leur cercle à eux leur autres. cercle d'amis. Quand ça a bien été, le bouche à oreille, la confiance est là. Exact. Mais ça, en fait, c'est la façon de faire. Mais c'est pas simple. Pour tu en parles, ça va bien, mais probablement c'est parce que vous êtes bien positionné, puis vous êtes solide quand vous l'expliquez, puis vous avez une belle expérience à partager, puis des chiffres concrets à présenter. Mais on met leurs intérêts en premier. Je dirais que je pense que ça se ressent de leur côté, même dans la tempête post-COVID, quand que là, ça s'est mis à chambre. Parce que là, tu me demandes, quand on présente nos scénarios initiaux, quand on présente le projet pessimiste réel et puis optimiste, là, je me disais, OK, là, pessimiste, ça va être à peu près ça. Prends un bac, dans le fond, un feedback du courtier hypothécaire. Ça pourrait-tu dépasser ça? Non, impossible. Ça dépasse. Puis finalement, ça casse à peu près 3 fois le pessimiste. Alors là, d'apporter cette nouvelle-là aux investisseurs, puis là, de dire, OK, quelles sont les solutions qu'on peut apporter? T'sais, là, OK, il y a les loyers qu'on peut potentiellement monter pour venir... on était en mode solution. C'est comme jouer aux échecs. Oui. Hein? C'est carrément ça. Ça dépend du niveau de tolérance au risque aussi. C'est sûr. Oui. C'est sûr. Ça a été extrême. Là. Je pense qu'il y a rarement eu de période dans le temps que ça a eu une augmentation aussi rapide. Oui. Puis des impacts aussi majeurs sur des financements. Parce que quand tu commences un projet, si tu le sais dès le départ que ton financement, c'est ça, c'est pas de problème. Oui. Mais là, c'était que tu pars un projet, puis 8 mois plus tard, les règles ont changé complètement. C'était ça le stress. Ouais. Alors, c'est de trouver des solutions là-dedans. Il y a toujours des enjeux, puis c'est toujours évolutif. Ouais. Mais je pense, Henrik, que ça va permettre peut-être d'éclaircir bien des points, de partager ton expérience, parce qu'à l'émission, il y a beaucoup de jeunes, en fait, qui nous écoutent, parce que c'est quand même, tu sais, l'immobilier, c'est quand même pas un domaine où l'investissement est stable, mais je dirais stable dans l'instabilité, parce qu'aujourd'hui, je t'écoute, puis c'est quand même au-delà du beau résultat puis de la stabilité des revenus, vous vivez beaucoup de montagnes russes d'émotions, de défis, d'enjeux. Puis je pense qu'en même temps, c'est un peu ça qui vous allume aussi, le défi.
Le défi, je dois avouer une chose que j'ai appris à vraiment apprécier, là, c'est de monter l'équipe. Ah ouais, hein? On a vraiment une équipe, là, que la culture est le fun. Le monde, c'est plaisant d'aller au travail. Là, nos bureaux officiels ouvrent dans un mois. Tu sais, on s'est promené un peu, mais là, c'est comme... On a 2 étages de 4000 pieds carrés qui s'en viennent. Wow. C'est vraiment plaisant de voir des gens. Tu sais, tu rentres au bureau, puis t'es comme... C'est le fun d'avoir créé, tu sais, cette machine-là. Tu sais, puis le monde sont heureux. On en est fiers. On fait des activités d'équipe. Le monde rit, s'amuse. Ils font des activités ensemble le week-end. C'est juste... je dirais que c'est une des choses qui me rend... que je m'attendais pas à ça, mais c'est comme... On dirait que c'est pratiquement ça qui me rend le plus stimulé puis fier. Henrik, bravo, Henrik Michaelson, cofondateur d'Habitation PAG. C'est un parcours vraiment inspirant. Puis, écoute, je te félicite pour ton engagement, puis de croire en vous-même, dans vos moyens, à votre potentiel. Puis, certainement encore des belles histoires à raconter dans le futur. J'espère que tu accepteras mes invitations. C'est bon, parfait, absolument. Je te souhaite une belle avant-midi. Merci. Merci. Vous écoutez le balado Les dessous de l'immobilier en Estrie, au 107.7 Estrie. Nous sommes avec M. Roger Champoux, courtier immobilier depuis déjà 99. J'ai eu la chance de faire d'ailleurs mes premiers cours en courtage immobilier en 98 avec Roger et aussi impliqué comme administrateur depuis 16 ans à la Chambre immobilière de l'Estrie. Bonjour Roger, comment ça va? Bonjour Jean-François, ça va très bien. Oui, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. J'ai la chance d'inviter David Bourgon, qui est notre président de la... Oui, je vais l'appeler la Chambre immobilière, mais on va expliquer à nos auditeurs les grands changements qui se sont avérés positifs dans ce milieu-là dans les dernières années. Mais je voulais prendre le temps qu'on puisse jaser d'un segment différent par rapport à la Chambre immobilière. Alors, Roger, la Chambre immobilière de l'Estrie a changé de nom, c'est bien ça? Oui, la Chambre existe depuis plus de 50 ans, la Chambre immobilière de l'Estrie. Il y a plusieurs années, la Chambre immobilière du Grand Montréal a regroupé certaines chambres immobilières pour créer une nouvelle association sous le nom de l'APSIC, l'Association des professionnels du courtage immobilier du Québec. La Chambre immobilière de l'Estrie, on a décidé à cette époque-là de ne pas adhérer. Comme quelques autres chambres immobilières. Ça a été quand même un bon débat. Ça a été un bon débat, oui, parce que, la part des choses, la première des choses, c'est que le groupe de l'APSIC relevait beaucoup de la Chambre immobilière du Grand Montréal, qui était 11 000 courtiers au Québec sur une réalité totale de 13 000. OK. Donc, faire du courtage immobilier à Montréal, puis en Estrie ou dans les régions du Québec, c'est totalement différent. Totalement différent. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Par exemple, sur l'île de Montréal ou ailleurs, même en périphérie, beaucoup de tours à condos, processus de mise en vente, d'accompagnement qui est totalement différent. Oui. C'est d'ailleurs un peu cette dynamique-là qui a fait en sorte que à ce moment-là, on a pris la décision de créer la Chambre immobilière de l'Estrie Mauricie, centre du Québec. C'est bien ça? La Chambre immobilière a resté indépendante et après, on s'est regroupé les 3 chambres immobilières, c'est-à-dire le centre du Québec en premier et ensuite la Mauricie, pour être un peu plus gros au niveau administratif, pour sauver des coûts et tout ça. C'était des chambres qui ont décidé un peu de faire bande à part pour cette réalité-là qui est différente de ce qui se passe à Montréal un peu. Bien, parlons-en des différences. Parce que Roger, en fait, je voulais aussi t'inviter parce que, évidemment, tu es courtier immobilier chez Royal Lepage, Évolution, et en fait, on n'a pas le droit de dire ta spécialité, mais ton champ d'intérêt principal, ça se trouve avec les propriétés plus en périphérie, la maison de campagne. C'est bien ça? J'ai vraiment orienté ma pratique des 26 dernières années vers les propriétés de campagne. J'ai un certificat où je peux faire quel que soit le type de propriété, mais par défaut, naturellement, à l'époque, je restais en campagne, quand même une certaine distance de Sherbrooke. Alors, j'avais des collègues qui n'étaient pas prêts à aller plus loin que ça ou qui étaient encore plus loin de l'autre côté de chez moi. Roger, on va se le dire, la distance, c'est une chose, mais la complexité de ces dossiers-là, c'est autre chose aussi. Absolument, absolument. C'est pas la même chose que faire de la ville. Oui. Et il faut bien comprendre les réalités de la campagne. Il y a des enjeux importants et ça prend un certain nombre d'années avant de les décortiquer
et d'être à l'aise avec tous les petits détails que comporte une propriété de campeur. Les détails peuvent changer de municipalité à l'autre aussi. Oui, les règlements, il n'y a pas une municipalité qui a les mêmes règlements, donc on doit s'adapter à tout ça. Il y a le zonage agricole qui est un enjeu important. C'est pas parce qu'on voit le parti de terre qui est à vendre là-bas qu'on a le droit de se construire une propriété dessus puis de s'y installer. Non, parce que le zonage agricole, il est là pour des fins agricoles. Le zonage est là pour protéger les terres agricoles d'être morcelées en plusieurs petits morceaux et de les conserver. Ça a été établi à la fin des années 70, à l'époque où les familles de 10 enfants morcelaient la terre en 10 morceaux pour en donner un peu à tous les enfants, puis finalement, on se ramassait à réduire les terres. Aujourd'hui, c'est moins approprié, je vous dirais, parce que les terres, maintenant, c'est rendu des immenses entreprises, mais à l'époque, ça a été un petit peu instauré pour cette raison-là, mais on doit encore aujourd'hui avoir à jouer puis à tenir compte de la réglementation du zonage agricole. Ceux qui achètent une terre agricole puis qui ont espoir de changer le zonage, Roger, on voit plus ça depuis un certain temps. C'est extrêmement rare. C'est c'est extrêmement rare et à une époque où on tient compte beaucoup de l'écologie, c'est de plus en plus rare. Et là, en fait, là, on parle d'une maison, une propriété unifamiliale sur une belle grande terre agricole. Là, tout a l'air beau, mais il faut comprendre ce qu'on achète puis le fonctionnement de tout ça. Il faut comprendre quand on le vend, il faut le comprendre quand on l'achète. Oui, il faut être capable de conseiller l'acheteur, de faire les pas dans la bonne direction et de ne pas se mettre les pieds dans les plats. Le zonage est une chose importante, mais en campagne, on est automatiquement pris avec des systèmes d'épuration des eaux usées, vu qu'on n'est pas relié aux égouts municipaux. Oui. Ensuite de ça, l'apport en eau vient d'un puits quelconque, les différentes sortes de puits qu'on pourra un petit peu juste passer rapidement là-dessus. Ce qui est important aussi, c'est de penser que les institutions financières, quand ils vont vouloir vous financer l'achat de cette propriété-là, ils vont avoir un espèce de droit de regard. Oui, ils pourraient exiger le remplacement des installations septiques. Ils pourraient, oui, dépendamment de l'État. Oui. Ils exigent systématiquement un test d'eau, à savoir si l'eau du puits est conforme. Alors, il faut savoir un petit peu, tu sais, on n'arrive pas là en se disant, oh, ça va aller. L'eau goûte bonne, c'est pas ça, là. Les bactéries, ça goûte à rien puis ça sent pas grand-chose, à moins qu'il y en ait énormément. Ouais. Mais les gens ont tendance à me dire « Ah, je vais y goûter, voir si c'est bonne. » Ouais. Moi, j'essaye de jamais y goûter avant d'avoir le test. Et si on en est, c'est un très bon conseil. Ah oui, c'est ça. Parce Oui. qu'en fait, je pense, Roger reprend à moi, là, mais dans des tests d'eau, là, 75% des tests d'eau ne sont pas conformes la première fois. Il y a beaucoup de tests d'eau qui sont pas conformes. Puis c'est pas parce que le puits n'est pas bon au tout cas, c'est parce que les gens ont négligé de faire un entretien annuel de leur puits parce que l'eau était bonne, donc on n'a pas de problème. Surtout les puits artésiens, ils pensent que ça ne se contamine pas. L'eau des montagnes. Ensuite de ça, les puits de surface, ben c'est justement, ils disent c'est une source, il n'y a pas de problème, mais bon, il y a plein de problèmes. Ouais. Roger, on parlait de zonage agricole. On n'a pas, en fait, d'espérer changer le zonage agricole en zonage blanc ou résidentiel. À toute fin pratique, on déconseille totalement à l'acheteur d'aller dans cette direction-là. C'est très rare qu'ils vont accepter un dézonage de terrain. Il s'en fait très, très peu. Quelques cas au Québec. Donc, si quelqu'un veut acheter un bout de terre en pensant éventuellement le dézoner, j'espère qu'il est patient. On va être prudent sur le prochain morceau, sur la prochaine étape là, au niveau fiscal, là, parce qu'on n'est pas des fiscalistes, là, mais on a toute la notion là, d'un pourcentage du prix de vente qui pourrait être taxable, TPS, TVQ applicable. Oui. On a aussi la notion, lorsqu'on vend une propriété, même si elle est familiale, une portion de la terre qui pourrait être imposable en gain de capital. Absolument. Alors, ça donne déjà là en partant là, des drapeaux rouges. Je disais, faites vos devoirs avant de mettre en vente. Là. Oui, faites vos devoirs aussi, mais pour l'acheteur aussi qui veut acheter quelque chose, s'il achète une propriété avec 150 ou 200 vagues, quand il va revendre, si c'est une résidence principale, elle n'est pas imposable en gain de capital. Ouais. Mais il va avoir une partie importante de la terre. Eux, ça va être une entreprise qui a pris de l'argent au sens de Revenu, de Revenu Québec. Ouais. Donc, cette partie-là, un peu comme si vous achetez un bloc appartement ou une deuxième propriété, il va avoir un gain capital à payer là-dessus. Et ça, c'est le comptable au niveau
qui va s'occuper du volet. Ce qu'on dit, là, vous voulez vendre ou acheter, vous devez contacter un professionnel, un fiscaliste, connaître les impacts. S'il y a une parcelle de terrain importante, oui. Oui, exact. Et aussi, si En même temps, Roger, tu me dis importante, là, mais il n'y a pas de ligne précise. Hein? Non. Ça peut être interprété de différentes façons. Absolument. Oui, absolument. Et il y a aussi, si on arrive avec des grandes parties où il y a une partie en terre à bois, s'il y a eu une coupe sélective qui a été faite puis il y a eu du revenu qui a été déclaré, bien, cette partie-là va être taxable pour un acheteur. Roger, Champoux, j'ai beaucoup de questions pour toi. Il faut que je t'interromps le temps d'une petite pause publicitaire. On se retrouve dans quelques instants. À tantôt. Merci. Vous aimez l'émission? Vous avez des commentaires, des suggestions? Écrivez-moi à imo.estri@cogecomedia.com. Je prendrai le temps de lire vos courriels, d'y répondre et certainement amener les sujets. Alors, imo.estri@cogecomedia.com. Avant la pause, on a pris le temps de parler d'une transaction résidentielle, mais sur un secteur qui est zoné agricole. On parle d'un zonage. Il y a aussi des réglementations à respecter, tout dépendamment des municipalités. Et on voulait aussi aiguiller les gens sur le fait que, évidemment, si vous achetez une propriété avec une grande superficie de terrain, que vous exploitez cette terre-là, par exemple, on parle d'une terre à bois, vous vendez du bois, des fins commerciales, ou même une érablière, il y a une portion du prix de vente qui est taxable, puis aussi qui devient imposable, même si ça se situe, en fait, sur la résidence principale. Absolument, oui, absolument. La résidence ne le sera pas, mais le reste de la propriété, le reste de la terre va l'être. Alors, le comptable, lui, va faire l'exercice pour calculer la partie de la terre qui va être qui passe, dans le fond, sur l'entreprise. Oui. Et ça va devenir taxable et ça va devenir aussi imposable en gain capital. Alors, il faut penser aussi qu'un acheteur qui va acheter une propriété comme ça, elle va rester taxable suite à ça et elle va rester imposable en gain capital. Son profit va l'être éventuellement. Encore là, au prorata, la maison non, mais la partie terre, ça peut aussi impacter le financement. Oh, bien sûr. Oui. Alors là, on a déjà vu dans le passé, un peu moins aujourd'hui, mais des institutions financières qui accordent un prêt uniquement sur, par exemple, 5000 mètres carrés dans la maison. Uniquement. Oui. Puis que le reste du terrain, à ce moment-là, ne peut pas être financé à des fins résidentielles. Exactement. Exactement. Fait que si on pense qu'on s'en va acheter ça avec 20 de mise de fonds, on se rend compte que peut-être qu'il y a 40 de la propriété que la banque a dit, moi, je ne finance pas ça. Donc, tu as 500 000 que je vais financer, mais l'autre partie, là, tu vas devoir la payer cash si tu veux réussir à l'acquérir. C'est pas facile. C'est pas facile, mais en même temps, il faut s'entourer, il faut se préparer à ce moment-là pour un acheteur qui arrive et qui a une portion du prix de vente qui est taxable. Si l'acheteur envisage faire une exploitation agricole, il y a toujours moyen de s'inscrire au numéro de TPS-TMQ afin d'éviter le paiement de ces taxes-là. Mais c'est quand même un enjeu important que les gens doivent s'informer, de se faire accompagner ou du moins se faire guider, par exemple, par un courtier immobilier qui va vous dire « Allez vers vos professionnels ». Oui, absolument. Puis souvent, on est les premiers sur la ligne à annoncer un peu la mauvaise nouvelle, mais au final, je pense parce que le commun des mortels là, qui veut une propriété en campagne, il n'est pas nécessairement au fait de tous ces détails-là. Les gens qui veulent acheter une entreprise, une terre à bois ou quelque chose du genre, eux, ils ont l'habitude un peu, puis quand on les aiguille, on voit qu'ils comprennent bien la réalité. Mais le commun des mortels qui veut acheter une belle propriété en campagne puis qui rêve de ça, des fois, il reste surpris un peu des enjeux qu'il y a, puis quoi, ça se voit si simple. Non, c'est pas si simple. D'être autonome. Puis là, on est juste au niveau de ça. Bien après, si on prend pour acquis que tout le côté installation sanitaire, le puits, puis tout ça, ça commence à mettre beaucoup d'enjeux. Puis on va y revenir à ça, mais j'aimerais juste faire une petite parenthèse parce qu'on n'a même pas abordé, par exemple, la vente d'une terre agricole de type laitière. Là, on est vraiment dans d'autres choses. Là, on est dans une spécialité très, très pointue où il y a très peu de courtiers où c'est vraiment leur champ de pratique unique. C'est-à-dire qu'ils travaillent. Là, il faut prendre en considération qu'on a une terre à évaluer. On a une maison, on a une terre à évaluer. Cette terre-là, dépendamment de la qualité de la terre, dépendamment de si les terrains sont drainés pour faire des cultures. Ensuite de ça, il y a tous les permis à avoir si c'est une porcherie, si c'est des terres laitières. Là, on est dans les quotas de lait.
Ensuite de ça, il y a la machinerie, il y a les bâtiments. C'est très, très, très pointu. Là, il y a de la fiscalité qui rentre en ligne de compte. Oui, Un financement agricole. un financement agricole qui Ouais. n'est pas évident, qui est évalué et tout ça. C'est complexe, c'est très complexe. Et pour ceux qui nous écoutent, qui nous disent « Ah, je vais chercher un financement agricole parce que je vais m'acheter une propriété avec, par exemple, 110 acres de terrain », mais c'est possible que vous réalisiez que le financement qu'ils vont vous accorder soit nettement inférieur au prix payé parce qu'un zonage agricole, c'est vraiment calculé en fonction de la capacité de gérer des revenus agricoles. Oui. Alors là, on est vraiment dans un autre segment, vraiment intéressant. Puis en fait, je pense, on n'avait jamais eu l'occasion à l'émission, Roger, de parler de ce segment-là, puis on pourrait l'élaborer même dans d'autres émissions. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, toujours possible de recevoir vos questions à mon courriel imoestri@cogecomedia.com. Toujours ouvert à vos questions. On fera venir les spécialistes pour vous accompagner à répondre ou mieux vous aiguiller à travers tout ça. Et en même temps, Roger, là, pour se concentrer dans le cadre d'une transaction immobilière, résidentielle, en zone agricole ou sur une terre, un grand terrain qui n'est pas desservi au niveau des égouts ou aqueducs, tu voulais qu'on aborde un sujet super important qui est les installations septiques. Oui, Hein? les installations septiques, il faut comprendre que ce n'est pas éternel. Je pense que tu as eu une émission dans le passé, Oui. dernièrement, avec des spécialistes à propos de ça. Oui. Donc, je n'énumérerai pas les différents systèmes, mais c'est important pour un courtier qui fait de la campagne de connaître ces systèmes-là parce que ça veut dire quelque chose. On a un système conventionnel qui nous indique que la terre sur laquelle on construit le champ d'épuration a un bon degré d'évaluation. Très bien. Oui. Donc, ce système-là va fonctionner pendant plusieurs années. Après ça, on a des secondaires avancés qui sont des systèmes de différentes complexités. Et je les détaillerai pas. Il y a différentes compagnies. Il y a 3 compagnies principales, EcoFlow, Bioness puis Enviroseptique. Mais il faut comprendre que quand on a un secondaire avancé, c'est parce qu'on a un sol qui percole moins bien. Donc, l'éponge en dessous qui absorbe, elle est moins là. Donc, ça prend un système qui va aider tout ça à détruire des bactéries avant qu'ils se rendent, en tout cas en plus grande partie, avant qu'ils se rendent dans le champ d'épuration. Mais ces systèmes-là ont une durée de vie. Ouais. Mais c'est tellement approximatif. Et Là, ce qu'on entend, c'est 25 ans. Ça peut être 25 ans. On envoie des plus courts où ils vont être obligés de faire des modifications ou des refaire complètement. L'éponge en dessous, là, on sait qu'elle absorbe à un certain degré, mais jusqu'à quel point? Puis des années plus tard, puis ça dépend aussi de l'utilisation qu'on a fait. Parce qu'on peut avoir surexploité ces installations-là. Il faut comprendre qu'ils sont faites pour un nombre de chambres, donc ça veut dire, entre guillemets, un nombre de personnes, un nombre d'utilisateurs dans la maison. Mais si on a 3 chambres, on l'utilise avec beaucoup de personnes où on reçoit constamment puis on ne fait pas attention, bien, on vient de raccourcir sa durée de vie. Fait que le conseil, Roger, c'est de faire inspecter, hein? Oui, le conseil, là, la grosse lumière rouge là, sur une propriété de campagne, c'est les gens font une inspection en bâtiment qui coûte peut-être autour de 600-700 $. Dépendamment de la complexité puis dépendamment de l'endroit. Et on s'attend à ça juste pour se sécuriser un peu, pour être certain, puis pour voir s'il n'y a pas des problèmes. Mais on néglige de faire ça et je vais vous dire, malgré mes recommandations, très peu de clients acceptent de faire inspecter les installations sanitaires. Ça coûte peut-être un 750 $, mais vous savez automatiquement, si vous avez un problème avec ça, c'est pas 500 $ que ça va coûter. C'est des milliers de dollars. Ça peut coûter 10, 15, 20, 30 000 $. J'ai vu 50 000. Exactement. Moi, j'ai vu 40 000. Et si on est sur un bord de l'eau, c'est encore pire. Parce que souvent, on a 2 systèmes en parallèle. On a une fosse scellée pour les eaux noires, qui sont les eaux de la toilette. Puis on a un champ plus petit pour l'eau moins contaminée, qui vient des douches puis des éviers. On a 2 systèmes en parallèle. Du 40-50 000 sur un petit terrain sur le bord de l'eau, on voit ça régulièrement. On ne veut pas décourager les gens, mais on veut s'assurer d'allumer la lumière rouge puis de se faire bien accompagner, comprendre que si un jour vous désirez être à la campagne, vous désirez avoir une belle vue, pas de voisins trop proches, c'est des points extrêmement positifs, mais il y a quand même des enjeux importants, d'où l'importance de faire nos devoirs.
Pour faire une belle transaction, là, et pour être certain de dormir sur vos deux oreilles, écoutez les conseils de votre courtier et faites inspecter le bâtiment, qui est une recommandation très importante, mais c'est la même chose pour le champ d'épuration et la fosse septique, de faire ces inspections-là. Ça va vous dire pour l'instant, il n'y a pas de problème. Ce qui est un peu malheureux dans ces tests-là, c'est qu'on n'a pas un résultat qui va nous dire il vous reste 10, 15 ou 20 bonnes années. Ça va nous dire que les signes présentement, il n'y a pas de signe que le champ commence à être saturé puis qu'il va devoir être changé dans les prochaines années puis que la fosse n'est pas craquée puis il n'y a pas de déversement ailleurs. Mais déjà de savoir ça fait OK, ça va bien pour l'instant, mais rappelez-vous que ça a une durée de vie. Donc, plus il est vieux, votre système, plus vous êtes sur le bord de le changer. Exactement. Alors, prévoyez peut-être l'investissement ou la dépense dans les années à suivre. Oui. Roger Champoux, courtier immobilier, surtout, je veux te remercier pour tes 16 années comme administrateur à la Chambre immobilière de l'Estrie, qui est maintenant Mauricie, Centre du Québec. Tu as fait un travail extraordinaire. Je tiens quand même à remercier. Pour les gens, c'est peut-être pas nécessairement évident de comprendre quel est en fait, le bénéfice d'une organisation comme celle-là, mais les bénéfices sont vraiment importants. Alors, Roger, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis, on aura certainement l'occasion de se recroiser lors d'une prochaine émission. Merci à toi, JF. C'est un plaisir. Bon avant-midi. Merci. Et oui, c'est déjà ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous. C'est un réel plaisir d'avoir eu l'opportunité d'échanger avec M. Henrik Michaelsen et M. Roger Champoux. Merci également à mon ami Gilbert à la console. N'oubliez pas qu'en tout temps, vous pouvez aussi réécouter l'émission Les Dessous de l'immobilier en Estrie ou encore le partager avec vos proches en allant sur le site du 1077 Estrie dans la section rattrapage ou via encore l'application Cogeco Média sous la section balado. Vous pouvez toujours aussi m'écrire un courriel à imo.estrie@cogecomedia.com si vous avez des commentaires ou des questions. On se retrouve samedi prochain dès 11h pour un nouveau segment des Dessous de l'immobilier en Estrie, alors que je vous laisse au bon soin de Priscilla Quirion qui vous accompagnera cet après-midi avec les classiques 80-90. Bonne fin de semaine tout le monde. Les Dessous de l'immobilier en Estrie, une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Rattrapez l'émission en balado au fm1077.ca.